BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Espagne avec une estimation de l'effet du plafonnement du prix du gaz. Alors, comme chacun le sait maintenant, le mécanisme espagnol et portugais de limitation du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité avec une compensation répartie est devenu dernièrement vraiment le modèle à scruter à travers toute l'Europe. Une équipe d'économistes en Espagne pour l'école de commerce ESADE à Barcelone a sorti les premiers résultats. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Les ménages espagnols ont pu ainsi économiser sur leur facture d'électricité de cet été, donc jusqu'à fin août, 24,4% par rapport à une configuration sans plafonnement. Ce qui est quand même très important. Cela représente 69 € d'économie pour une famille moyenne. Alors on a bien entendu les fourchettes, mais comme toujours lors d'une décision de fixation des prix par la puissance publique, ça a des effets induits. Et en l'occurrence, Manuel Hidalgo Pérez et ses collègues en ont caractérisé un effet induit majeur. Il y a eu une incitation indirecte à consommer plus de gaz. En tant que ressource première, elle a été rendue plus attractive, donc son utilisation en est devenue plus fréquente, surtout à cette période où la sécheresse a freiné l'hydroélectricité en Espagne, mais aussi par rapport à la cogénération avec d'autres ressources renouvelables, comme l'éolien. En conséquence de quoi, cette mesure ibérique, à l'échelle de l'Espagne et du Portugal, a de fait affecter le processus de transition énergétique. Les objectifs de décarbonation fixés en lien avec l'Union européenne sont passés au second plan. L'Espagne et le Portugal, d'une certaine façon, sont également allés à l'encontre du discours européen de réduction de la dépendance aux énergies fossiles, puisque l'impact a été rapidement et fortement amorti sur les comportements d'usage. On ne voit plus la facture, donc, entre guillemets, relativement, donc on consomme davantage. Et d'autres Européens en ont bénéficié sans même avoir à cofinancer cette mesure. Au premier chef, les Français, où les exportations de cette électricité décorrélée du marché réel ont beaucoup augmenté vers la France. C'est une distorsion aux yeux des auteurs espagnols qui ne doit pas se propager au reste de l'Europe. Fascinant de voir la puissance du signal prix quand même sur les comportements. Allez, direction loin, les pays insulaires du Pacifique. Un article sur la façon de financer la mobilisation des recettes fiscales. Oui, alors les îles du Pacifique disposent d'un potentiel fiscal inexploité. C'est ce qu'entend démontrer ici ce document de travail publié par le Fonds monétaire international. Mohamed Oussi, économiste du département Asie-Pacifique du FMI, l'a dirigé. Alors lui et ses collègues évaluent la différence entre les recettes fiscales actuelles et potentielles pour ces États insulaires. Ça avoisine 3% de leur produit intérieur brut. C'est extraordinaire. Comment parvenir à combler donc cet écart? Et pourquoi? Alors en procédant comme les Palaos par exemple, avec une nouvelle taxe sur les biens et les services en septembre 2021, mais ça doit d'abord s'accompagner d'une refonte totale du système de collecte. Les Fidji par exemple ont ainsi investi dans une remise à niveau technologique des bureaux des impôts. C'est fondamental, plus que jouer sur les taux de prélèvement ou inventer une nouvelle contribution. Le sous-équipement et le sous-financement des administrations des impôts empêchent de percevoir ce qui est déjà dû. Ainsi, l'écart dans ce groupe de pays pacifiques entre la perception de la TVA et ce qui pourrait l'être en fonction tout simplement de l'activité économique effective est en moyenne d'environ 50%. Récupérer ces 3% de PIB dans les caisses de l'État, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est présenté comme tout à fait indispensable dans une région qui doit faire face à une menace existentielle, je cite, du fait de la montée des mers et des cyclones tropicaux. Il s'avère que ces nations insulaires vont devoir débourser durant les 10 ans qui viennent en moyenne 3,1% de leur PIB en part supplémentaire afin de bâtir de nouvelles infrastructures résilientes, je cite, au changement climatique. Or, les ressources sont plutôt orientées actuellement, et maintenant en fait depuis bientôt 3 ans, vers les aides aux ménages pour atténuer la crise pandémique, puis maintenant vers un amortissement de la poussée des prix du carburant et de la nourriture du fait indirect d'une très lointaine guerre là-bas en Europe.
Direction le sud-ouest de la Chine, maintenant, Benahouda, où les truffes sentent l'argent à plein nez. Oui, un titre accrocheur. C'est une étude de cas par un anthropologue chinois. Cela vient d'être traduit en anglais par une publication en ligne de Shanghai. Li Ruijun raconte et analyse ce marché en essor exponentiel, la truffe du sud-ouest de son pays. Les parfums sont différents selon le terroir, nous dit-il. Celui le plus convoité se trouve au Gongshan, c'est non loin de la frontière avec la Birmanie. La confiance dans le circuit de commercialisation, explique-t-il, est alors fondamentale. Un partenaire est appelé là-bas frère. Et l'objectif d'appeler un frère, c'est de contourner les intermédiaires commerciaux qui ponctionnent au fur et à mesure les marges. C'est la réfrigération, les congélateurs, les frigos, etc., qui a permis d'élargir l'accès aux truffes mûres et non séchées. Et c'est un marché de luxe, voire d'ultra-luxe, qui s'est mis en place avec des grades, des catégories, des sous-catégories. Et un dicton dans ce commerce régional, c'est qu'un grade vous coûte 100 yuan de moins. 100 yuan, c'est environ 14 €. Et alors tout le jeu est de pouvoir déplacer au maximum la marchandise vers les lieux où la rentabilité est bien entendu la plus élevée, c'est-à-dire d'un village de l'arrière-pays rural du Yunnan, dans le sud-ouest, vers les étals raffinés d'une grande métropole comme Shenzhen. Et pourtant, l'attrait pour la truffe continue d'échapper à bien des habitants du Yunnan. L'auteur rapporte par exemple comment il a vu des vendeuses sur le bord de la route extraire directement du sol des truffes et les écouler quelques centaines de yuan le panier. Sans rhétorique fantaisiste, je cite, ni système de classification. Et par un immense contraste, on voit les médias chinois, en tout cas certains d'entre eux, s'emparer, par exemple, avec délectation de l'addition d'une célébrité qui vit entre Pékin et Taipei, qui, le jour de son divorce, s'est offert un plat de truffes blanches dans un restaurant pour une addition de plus de 300 €. L'anthropologue chinois écrit alors « Le temps est révolu où cette denrée n'était ici qu'un humble champignon parmi d'autres ». Vous faites saliver, Benahouda Abdelhaim. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.